Bonjour mes amis et bienvenue de retour. C'est vendredi méga. Cela veut dire que toi et moi avons survécu à la semaine, ce qui en soi est déjà merveilleux. J'ai aussi une merveilleuse nouvelle aujourd'hui dans la vidéo. Un petit aperçu. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne parce que je sais que la moitié d'entre vous, plus de la moitié, ne l'ont pas encore fait. Vous êtes malins parce que vous aimez les vidéos. Cliquez sur s'abonner. Faisons en sorte que ce chiffre atteigne 100% des spectateurs. 3 grands sujets. Une des principales centrales thermiques russes a explosé spectaculairement. 1000. Les drones Shahad ont explosé en même temps à l'aéroport de la ville de Donetsk. Ils ont été détruits par des drones ukrainiens et enfin Pokrovsk. Nous allons en parler en détail. Petit aperçu pour vous. Elle tient toujours. Commençons par une bonne nouvelle. C'est vendredi, on va boire une bière ce soir. Et maintenant, il faut commencer la journée avec une bonne nouvelle. Où est Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères? Il est ministre des Affaires étrangères depuis l'ère des dinosaures. Il est ça depuis toujours, et il est comme une pierre. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, son visage est comme une pierre, et à chaque fois, ce sont des mensonges qui en sortent. C'est soudainement parti. Pourquoi? Il était absent à la réunion d'hier, où Poutine lançait des menaces d'essais nucléaires. Commerçant a écrit poliment que le ministre des Affaires étrangères était absent d'un commun accord. Presque simultanément, Lavrov a perdu son statut de chef de la délégation russe au sommet du G20. Lavrov est toujours à la tête de n'importe quel sommet russe, partout ou presque. C'est ce qu'il fait depuis toujours, et maintenant, soudainement, il ne le fait plus. Pourquoi? Il a également disparu de la sphère médiatique. Ses dernières déclarations publiques remontent quant à la fin du mois d'octobre. Plus tôt, nous avons indiqué que la direction russe recherche les responsables de l'échec des discussions entre Poutine et Trump à Budapest. Lavrov a été jugé principal coupable. En Russie, quand quelque chose tourne mal, quelqu'un prend toujours la balle, encaisse le coup, sert de bouc émissaire. C'est ainsi que fonctionne le système. Lavrov est un très haut responsable en Russie. On pourrait dire qu'il fait partie du cercle très rapproché de Poutine, du cercle très intime du pouvoir russe. S'il est désigné comme bouc émissaire, cela signale un changement majeur dans le cercle rapproché de Poutine. Dans la prochaine, c'est une blague, c'est quand alors prenez-la comme telle, mais elle est vraiment excellente. Brisant. Microsoft nomme Sergei Lavrov au conseil d'administration. Apparemment, il est sur le point de réaliser une avancée majeure avec Windows. Si j'étais Sergei Lavrov, je ne boirais pas de thé et éviterais les immeubles élevés. Je vis dans une cave où il n'y a absolument aucune fenêtre. Je m'amuse bien ici. D'accord, nuit du 6 novembre, donc la nuit d'hier. Allons en Crimée parce que les Ukrainiens nous offrent de belles vidéos montrant de comment ils démantèlent le crime. Les drones des services spéciaux d'opération ont frappé le dépôt de pétrole de Kvardiska près du village de Kvardisk, en Crimée occupée. Le réservoir 400 a été détruit. C'est le réservoir de carburant. Nous pourrons le voir plus tard dans la vidéo. Il était plein au moment de l'impact. En même temps, dans la même zone, 2 trains-citernes ont été touchés sur le viaduc. Au moment de l'impact, le matériel roulant était chargé de produits pétroliers. Ah, qu'est-ce que je raconte ici? Profitons des images que les Ukrainiens nous ont apportées. Vous voyez, c'est le char réservoir 400, le réservoir de carburant. Boum, la liberté se répand. En voilà un autre ici, relié à celui-ci. Et ces 2 incendies déjà vus depuis le drone suivant, vous pouvez voir que c'est magnifique. Mais celui-ci ne veut pas de réservoir de carburant. Il veut un train entier pour lui tout seul, et il en trouve un. À ce moment-là, il charge le train. Le feu de la liberté se répand, superbe. Oui, ces vidéos me font généralement plaisir. Et comme c'est vendredi, je veux dire, ça va aller de mieux en mieux. C'est un bon coup d'envoi pour mon week-end. Voyageons maintenant au cœur de la Russie, à Volgorichensk, dans l'oblast de Kostroma, la ville natale, je veux dire Volgorichensk. La ville elle-même abrite l'une des plus grandes centrales électriques russes, des centrales thermiques, qui a de nouveau été frappée. Pas besoin d'être un génie pour comprendre où ça mène. Elle a été frappée. C'est l'une des plus grandes.
Et je veux vous présenter la réaction du bureau du gouverneur de cette oblast en particulier. J'aime ça, j'aime quand les responsables russes essayent de faire croire qu'ils font réellement quelque chose. Sergueï Sitnikov a reçu des rapports sur la situation régionale. Le gouverneur de Kostroma s'est rendu à son bureau juste après l'annonce de la menace de drones. Le gouverneur régional a examiné les rapports des services d'urgence et pris des mesures pour garantir la sécurité publique et le maintien des services essentiels. Je suis là pour vous sauver tous, ne vous inquiétez pas. Nous prenons des décisions de gestion spécifiques. J'aime quand ils prennent des décisions de gestion, car cela résout toujours le problème. En Russie, c'est une autre façon de dire qu'ils ne font absolument rien parce qu'ils ne peuvent absolument rien faire. Et la centrale électrique brûle probablement jusqu'au matin. Ouais, c'est une belle vidéo pour nous, aussi. Attends, pour où? Vraiment sympa. Regardons aussi les spécifications de cette centrale, parce qu'elle en a quelques-unes. Mec, celle-ci est énorme, un vrai mastodonte de centrale électrique. L'installation fournit de l'électricité à une grande partie du centre de la Russie, y compris à des sites industriels et liés à la défense. La centrale de Kostroma, Grèce, a une capacité installée de 3720 MW, ce qui en fait un énorme mastodonte, une centrale thermique. Et c'est la 3e plus grande centrale thermique de Russie. Oui, la 3e plus grande. La centrale est située à Volgorechensk, dans l'oblast d'Ostromo, sur la rive de la Volga. Vous connaissez peut-être la Volga grâce à la bataille de Stalingrad. Construite dans les années 1960-1970, elle fonctionne principalement au gaz naturel et fournit une grande part d'électricité au système énergétique central russe. La centrale comprend 8 unités de production et a longtemps été considérée comme un élément essentiel de l'infrastructure énergétique du pays. Ce qui rend ces informations encore plus satisfaisantes pour moi concernant cette frappe. Regardons aussi l'emplacement. Où est-ce exactement? Et comme vous pouvez le voir, c'est encore plus au nord-est que Moscou. Les drones pourraient traverser l'oblast de Moscou, par le sud ou le nord, peu importe. Ils ont contourné la défense aérienne de Moscou et frappé la centrale électrique. Nous avons évidemment beaucoup de vidéos, car les Russes filment toujours quand il y a un beau feu de joie chez eux. J'adore ça. J'espère qu'ils continueront, ainsi je peux regarder avec vous et profiter de mon vendredi. Regardez ce magnifique feu de la liberté qui se propage. Et pouvez-vous voir en arrière-plan le gouverneur en train de faire des choix de gestion spécifiques. Oh, désolé, c'est juste la formulation de ça. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Notre gouverneur prend des décisions de gestion spécifiques. Moi, en ce moment, je prends des décisions spécifiques concernant le bloc militaire. Au fait, mes amis, vous êtes avec moi depuis presque 4 ans maintenant. Nous avons vu qu'unis, nous pouvons faire une différence dans cette guerre. Nous pouvons aider les Ukrainiens. Et vous les avez aidés. Vous avez fait des dons. Pas 1 fois ni 2 fois, mais 8 fois. 8 fois. J'ai voyagé en Ukraine pour livrer les nombreux camions et centaines de drones que vous avez achetés pour les unités ukrainiennes. Ces camions et ces drones ont directement sauvé la vie de soldats ukrainiens. Des soldats qui ont pu vivre un jour de plus, se battre un jour de plus pour leur foyer et leur famille. Ici sur YouTube, je n'ai pas pu vous raconter toute l'histoire, la vérité sur ce qui s'est passé pendant que j'étais en Ukraine. Nous avons souvent été visés par des attaques de drones et de missiles russes. Très souvent, j'ai ressenti la peur de mourir. Et d'innombrables fois, je me suis promis que je ne m'arrêterais pas par peur. Lors de ma dernière mission en Ukraine, ma femme était avec moi. En fait, nous avons passé notre lune de miel dans une zone de guerre en Ukraine, la meilleure lune de miel qu'on puisse espérer. Ici, vous la voyez tirer avec le groupe Alpha du service de sécurité d'Ukraine, les meilleures forces spéciales d'Ukraine. Tout cela est écrit pour vous dans mon livre « 8 missions en Ukraine ». Je vous demande de le lire, d'être témoin de tout ce dont j'ai été témoin, de partager ces expériences. Parce que c'est notre histoire, à travers cette guerre, et elle est étroitement liée à celle du peuple ukrainien. Obtenez 8 missions en Ukraine via le lien ci-dessous. Procurez-le pour vous ou pour quelqu'un qui soutient le combat du peuple ukrainien pour la liberté. Unis, mes amis, nous gagnerons. Gloire à l'Ukraine.
Maintenant, mes amis, il est temps de vous montrer une vraie justice. Parce que c'est l'un des premiers procès judiciaires ukrainiens de ce genre où un criminel de guerre russe a été condamné, selon la loi ukrainienne. Il n'a pas été échangé ni renvoyé en Russie. Certains criminels ne seront pas échangés ni renvoyés en Russie car ils sont impliqués dans des crimes de guerre précis. L'Ukraine, souhaitant rejoindre l'Union européenne, adopte une politique spécifique à suivre en matière de procédure judiciaire. Ils doivent respecter les normes de l'Union européenne, sinon ils ne seront pas acceptés, peu importe le nombre d'années. Donc lorsqu'ils jugent spécifiquement un criminel de guerre russe, ils suivent autant que possible les procédures où ils s'y préparent. La norme européenne en matière de droit judiciaire. Dans un procès inédit en Ukraine, le soldat russe Dmitri Kourachov a été condamné à la prison à vie par un tribunal ukrainien pour avoir exécuté un prisonnier de guerre ukrainien. De retour en 2024 maintenant, ces choses prennent du temps, car dans un pays libre et démocratique, le processus judiciaire prend toujours du temps, car on ne peut pas l'accélérer. Il faut examiner chaque aspect d'un crime, les témoins, les documents, les preuves, tout. Cela ne peut pas aller vite. Ces procédures sont vraiment rapides en Russie et dans les pays autoritaires, parce que le résultat est connu avant même que le procès ne commence. Mais ce n'est pas comme ça dans les pays démocratiques. Il a donc fallu 1 an pour le condamner. À la question d'un journaliste sur un éventuel appel, Kourachov a répondu « Non, je ne le ferai pas. Tout va bien. Foutez-moi la paix, je suppose que le gars n'a pas beaucoup changé. Je suis content de voir ça. » Parce que le message que je diffuse ici et que les Ukrainiens diffusent dans le monde, en particulier aux Russes, c'est qu'ils traqueront chaque criminel de guerre jusqu'au dernier. Et ils les jugeront selon les normes du système judiciaire du monde libre, du système judiciaire de l'Union européenne, et ils ne pourront pas échapper à la justice. À présent, je vais vous lire quelques messages de Miakofi. Ce sont les membres mensuels qui soutiennent ou forment la base de cette chaîne, C0. Et je vais vous lire quelques-uns de leurs messages parce qu'ils sont vraiment gentils. Morgan Curling, ton nom a été écorché une 2e fois. Arthur Rey, merci d'avoir encore écorché mon nom. Ce n'était pas nécessaire, mais merci. Je l'ai donc fait pour la 3e fois. En fait, je suis une fille, donc oui, comme le suggère ton nom, Curling, mais Morgan est un prénom unisexe. Donc oui, désolé de t'avoir prise pour un gars, tu es une fille, pas un garçon. Même si c'est une bonne supposition, car à l'origine c'est un prénom masculin gallois, mais il est utilisé par les 2 genres, surtout dans les États-Unis d'Amérique. Eh bien, merci Morgan d'être devenu membre. Ensuite, nous avons Ansurgo Aternum. Ceci répond à une demande précise, notamment pour nommer. Considérez-le donc comme très écorché. Et Arthur, je te soutiens depuis mon anniversaire en décembre et je t'ai entendu écorcher. Mon nom, Vildvest Rosie. J'attends avec un souffle suspendu. Qu'est-ce qu'un souffle suspendu ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais considère que ton nom a été écorché jusqu'à l'oubli, et en orbite Vildvest Rosia. Et maintenant, le dernier de mes amis, le Borak Porlaz, je crois que je suis encore inscrit comme Somaona. Donc c'est toi, nous t'avons trouvé celui qu'il faut blâmer. Tu ne sais pas comment arranger ça ? Je crois que j'ai enfin trouvé comment mettre à jour mon nom. Mort de rire. Oui, Borak Porlaz, ce n'est plus Somaona. Merci beaucoup pour le soutien. Si tu apprécies ma chaîne, rejoins-moi et offre un café. Maintenant, mes amis, la rubrique du front et on attaque tout de suite le grand sujet qui est Pokrovsk. Regardons quelle est la situation réelle. Je ne vais rien embellir ni rien cacher. Tout d'abord, commençons par un fait. Vous devez connaître ce fait avant que je ne vous montre quoi que ce soit d'autre. Les Russes ont infiltré leurs hommes dans environ 80% de la ville de Pokrovsk. Donc Pokrovsk n'a pas de ligne de front statique. C'est très fluide, cela concerne environ 83% de la ville. Des repérages, éliminations ou échanges de tirs ont eu lieu avec les troupes russes. On peut donc dire qu'environ 80% de la ville a eu ou a des Russes à un moment donné. Pourquoi les Ukrainiens tiennent-ils Pokrovsk alors que tout le monde dit qu'elle va tomber ? Et je dis qu'elle est sur le point de tomber. C'est la réalité. Ce n'est pas l'objectif des Ukrainiens. Eh bien, c'est certainement l'objectif des Russes, mais je vais vous expliquer la situation. C'est pareil qu'à Bakhmout et à Avdiivka.
L'objectif est le même et ça fonctionne de la même manière, comme c'est comme ça l'a fait dans ces deux villes. C'est phénoménal, écrit par Old Dog 100 UA. Vous pouvez le lire si vous voulez, je vais lire le résumé. C'est aussi la meilleure explication de la logique derrière la défense de Bokrovsk. Au-delà des analyses de Canson d'experts, cela explique aussi un point souvent oublié. Et voici la vérité que les gens oublient. Le temps en temps de guerre est une monnaie, et l'élan aussi. Le temps et l'élan sont des monnaies, pas spécifiquement la prise de terres ou de villes. Le temps, l'élan et les capacités offensives. Prenons ces trois éléments. Le temps, l'élan et les capacités offensives, c'est-à-dire la main-d'œuvre et l'équipement. La Russie perd ces trois éléments en prenant Pokrovsk, lorsque Pokrovsk tombera. Je ne vais pas dire si, mais quand, parce que cela arrivera, les Ukrainiens se retireront, la Russie aura perdu du temps, de l'élan et des capacités offensives. Ce n'est pas une victoire directe pour l'Ukraine, mais c'est un succès dans l'un de leurs objectifs, épuiser l'armée russe et briser son élan pour qu'elle ne puisse plus avancer. Pokrovsk tombera peut-être finalement, mais son objectif sera plus qu'atteint. Faire payer cher aux Russes chaque ville. Comme le dit un cher ami, quelle est la logique? C'est là où nous pouvons tuer plus vite et plus facilement. Donc, tuer plus signifie éliminer, retirer les capacités offensives russes. Tuer plus vite signifie retirer du temps aux Russes, et plus facilement. Eh bien, c'est l'élan. Peut-être que vous pouvez le relier à l'élan, mais oui, si vous n'avez pas d'élan et de capacité offensive, vous ne pouvez pas avancer du tout. Donc, si les Russes pilotés prennent Pokrovsk, ils auront été épuisés au point qu'ils devront faire une pause opérationnelle. Pour combien de mois? 6 mois, voire plus. C'est l'objectif des Ukrainiens. Voilà la réponse. Il ne s'agit pas de perdre ou de gagner cette ville, il s'agit de détruire ces 3 lignes de l'armée russe. Maintenant, entrons dans les détails de la bataille de Pokrovsk. Hier et aujourd'hui, beaucoup de brouillard entoure Pokrovsk. Donc malheureusement, le mauvais temps joue maintenant en faveur de l'occupant. Aujourd'hui, à travers le brouillard, nous avons aperçu le premier pick-up militaire russe en ville. Ils ont pris leur temps pour installer des barricades et parcourir les rues de Pokrovsk. Regardons la vidéo. Pourquoi est-ce important? Ce n'est qu'un pick-up qui s'en soucie. Eh bien, nous nous en soucions, parce que la majorité des hommes russes à Pokrovsk sont entrés à pied, certains avec des motos. La logistique se fait à pied, tout se fait à pied. Donc, voir un pick-up qui n'est pas détruit par les drones ukrainiens signifie que leurs drones ne peuvent pas voler parce qu'il y avait du brouillard. Donc oui, voir un véhicule de l'armée russe à Pokrovsk en un seul morceau signifie vraiment que la météo est leur allié en ce moment. Et c'est encore un symbole qu'ils renforcent très lentement leur occupation de Pokrovsk. Maintenant, l'Ukraine mène aussi des opérations d'information comme la Russie. Planter des drapeaux sur certains bâtiments et zones est une opération d'information. Planter des drapeaux n'a presque jamais de lien avec les champs de bataille. Vous pouvez planter un drapeau dans une ville où vous ne contrôlez aucune maison. Vous pouvez simplement le faire avec un drone si vous le souhaitez. Ce que je veux dire ici, c'est que ces opérations menées par les Russes et les Ukrainiens visent toujours le public ennemi et le public mondial. La Russie veut montrer ses drapeaux et qu'elle encercle Pokrovsk. L'Ukraine plante ces mêmes drapeaux sur la mairie, dans cette vidéo, précisément pour montrer qu'ils sont présents à Pokrovsk et pour contrer le récit russe. C'est la guerre de l'information, le front où ces choses se produisent. Et cela n'a pas de lien direct avec qui contrôle réellement quel bâtiment à Pokrovsk. À l'heure où je fais cette vidéo, ce bâtiment du conseil municipal pourrait être entre les mains des Russes ou des Ukrainiens. Peu importe, l'essentiel est ce que croit le public occidental. Je vous montre comment cette guerre psychologique se passe. C'est une information. On peut déjà le voir au fait que ces types filment tout et le publient, et qu'ils ont la permission de le faire. C'est le but de tout ça. Parce qu'une certaine personne d'Allemagne, d'Amérique ou d'Autriche verra ça et dira « Hé, tu vois, les Ukrainiens sont à Pokrovsk. Qu'est-ce que tu dis ? Ce n'est pas vrai, c'est encerclé. Regarde cette vidéo, c'est là que les récits s'opposent dans l'esprit des gens. » L'Ukraine agit de même que la Russie, ce qui est essentiel. D'ailleurs, je suis un soldat de ce front. Le front de l'information. Encore une fois, je veux vous garder en contact avec la réalité. De plus, il n'est pas vraiment important de savoir qui contrôle le bâtiment du conseil municipal. Ce qui compte davantage, c'est qui contrôle les flancs,
de Pokrovsk, qui contrôle la logistique, comment la logistique fonctionne, et tout cela est lié au champ de bataille. Ce drapeau spécifique dans ce bâtiment précis est simplement une très bonne réponse aux récits russes selon lesquels ils auraient encerclé Pokrovsk. Regardons aussi l'emplacement, juste pour vous donner encore plus de détails à ce sujet. Cette carte est déjà ancienne, elle date de 2 ou 3 jours, et à Pokrovsk, la situation évolue rapidement. La ligne de front, comme le montre cette carte, est très fluide, non rigide. 2 armées distinctes contrôlent 2 maisons séparées côte à côte. Mais oui, le bâtiment du conseil municipal est à peu près au centre de la ville, un peu au sud du chemin de fer. Vous ne pouvez faire aucune estimation de qui fait quoi sur la base de cette vidéo. Elle date de 2 jours, concerne un seul bâtiment et consiste seulement à poser un drapeau, donc c'est informatif. Mais je veux vous montrer, parce que je veux vous montrer la vérité. J'ai besoin de vous montrer la véritable réalité de Pokrovsk sur une carte. La plupart des cartes ne montrent pas cela. Regardez, comparez avec cette carte que vous pouvez voir sur la plupart des cartes de la guerre en Ukraine et comparez-la maintenant avec cette carte. La présence russe étant signalée dans la majeure partie de la ville. Ce n'est pas qu'ils contrôlent toutes ces zones. Dans certaines des zones jaunes ou rouges de cette carte, il y a des troupes ukrainiennes présentes, même des forces spéciales. Je connais précisément où ils sont, mais je ne peux pas en parler. Cette carte montre seulement où des troupes russes ont été vues. Par exemple, cette photo en haut à droite ici montre l'endroit où des Russes ont été aperçus il y a environ 5 ou 6 jours près d'une station-service à l'entrée nord-est de la ville, une zone que les Ukrainiens sont censés contrôler entièrement. Cela montre l'instabilité de la situation. Et il y a des signalements de troupes ukrainiennes. Des troupes ukrainiennes présentes à certains endroits de cette route du sud. Ici, vous voyez mon curseur illustrant la fluidité de la situation et l'imprévisibilité des mouvements de troupes. Donc oui, si vous voyez n'importe quelle carte sur Pokrovsk, vous ne pouvez pas vraiment les prendre très au sérieux. Si vous voyez quelque chose du genre « Oh, nous avons libéré cette zone ou cette autre », dès demain, tout changera. Une nouvelle vague d'assaut commencera. Alors prenez simplement ces informations avec des pincettes. Et je vais conclure en disant que les Russes n'encerclent pas Pokrovsk en ce moment. Ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont affirmé. Le plus haut commandant, Poutine, il y a presque 2 semaines maintenant. Mais cela reste irréalisé, ce qui est une perte pour les Russes sur le plan de l'information. Parce que moi et d'autres blogueurs militaires allons montrer qu'ils mentent et qu'ils ont échoué dans ce qu'ils prétendèrent avoir fait. Voyons qui était à Pokrovsk il y a 2 jours. Regardons juste la vidéo. Nous avons rencontré Robert Madiaro-Provdi, commandant de drones légendaire des forces ukrainiennes, qui représente aujourd'hui 2 à 3% de l'armée ukrainienne. 2 à 3%, ce n'est pas énorme. Mais le fait qu'ils détruisent environ 50% de toutes les cibles, c'est fou. Ensuite, nous avons l'homme, le maître, la légende, le président Zelensky. Qui d'autre avons-nous ici? Provdi, il explique la sagesse. Nous avons Syrskyi, le commandant suprême de toute l'armée ukrainienne, le chef d'état-major, oui. J'invente délibérément ces mots amusants. En réalité, voici le chef d'état-major de toute l'armée ukrainienne. J'utiliserai les bons termes pour toi. Provdi et Zelensky s'amusent. Et maintenant, nous avons Denis Prokopenka, le chef du premier ars du corps national. Il a des racines solides. Son grand-père a combattu les Russes pendant la guerre d'hiver. Maintenant, il a un trait. Il est rempli de fureur, de colère et d'expérience. Un gars très jeune pour être à la tête de l'Azov, mais il est très compétent dans ce qu'il fait. Donc oui, cela vous le prouve. Combien de légendes sont présentes et d'autres noms sur lesquels je ne vais pas entrer dans les détails. À Bakrovsk, il y avait aussi Boudanov, donc tous ceux qui comptaient dans l'armée ukrainienne étaient là. Chaque unité qui a une capacité supérieure aux autres unités est là. C'est l'endroit. Tout le monde est là. Donc, juste pour illustrer davantage, quel est le prix que les Russes perdent? Le prix, c'est la main-d'œuvre, l'équipement, l'élan et le temps. Voilà le prix que la Russie paie, et c'est le prix que l'Ukraine veut que la Russie paie, au point qu'ils sont prêts à céder du territoire pour que la Russie paie ce prix. Voyez, c'est une autre manière d'aborder cette guerre. Il ne s'agit pas du nombre de kilomètres gagnés, mais du prix payé. Voici un commandant de chars russe, je ne dis rien. Regardons la vidéo, vous aurez peut-être des questions après.
Vous le comprenez? Voici un commandant de char russe. Il s'appelle Andreï Birojnikov. Il est muet et sourd, il ne peut pas parler et il ne peut pas entendre. Il ne connaît pas la langue des signes, car il était le dernier de son unité. Tous les autres sont morts. Survivant solitaire, il reste seul. Il communique uniquement avec ses mains, mais ce n'est pas la langue des signes. Et toi et moi, je pense qu'on a tous les deux compris ce qu'il voulait dire. Ils sont allés au paradis, ils sont partis. Je suis le survivant solitaire. C'est juste en regardant ça. Mon empathie est éveillée. Ici, on a une personne muette et sourde. Je ne sais pas. C'est difficile pour moi de regarder ça. Tu vois, tu peux clairement comprendre ce qu'il veut dire. Il ne peut pas parce qu'il ne peut pas parler, il ne peut pas entendre. Mais il est très clair en nous montrant ce qui s'est passé. Tout le monde a été abattu, toutes ses unités, tout a disparu. C'est le seul survivant. 300. La croix disparue. Je suis ici, seul, rien que moi. Je traduis pour vous, et je ne parle pas la langue des signes. Je ne pense pas qu'il le fasse, ni que ce soit de la langue des signes. Mais c'est juste pour moi. C'était très dur à regarder. Je veux dire, ce gars-là tirerait probablement sur un soldat ukrainien dès qu'il en verrait un, mais c'est juste difficile. C'est comme ça. Il a un handicap très lourd, et les Russes s'en fichent. Ils l'ont enrôlé dans leur armée. Il n'est pas commandant de char, désolé, il fait partie de l'équipage du char. On ne peut pas être commandant si on ne peut ni parler ni entendre. Il fait partie de l'équipage du char des troupes d'assaut. D'accord, je vais laisser ce sujet. C'est un sujet mentalement difficile pour moi. Je ne sais vraiment pas quel message vous donner ici. Partagez vos idées en commentaire, nous poursuivons avec des sujets émotionnellement difficiles. Bon vendredi à tous. Je dois en parler. Les astuces du gouvernement russe pour éviter de verser les indemnités de décès aux Russes tués se font maintenant sentir dans tout le système de santé russe. Et si vous trouvez cette phrase étrange, eh bien, bienvenue dans le terrier du lapin. Ça va très loin. Regardez ça. Les habitants de Rostov se plaignent en masse de l'odeur suffocante qui émane du crématorium, lequel fonctionne 24 heures sur 24. Qui est brûlé, à une échelle industrielle, c'est un fait effrayant à savoir. Et ce n'est pas tout. Je peux te montrer une vidéo d'un crématorium frontal, semi-frontal de l'armée russe. Ce sont des sacs mortuaires. Ils fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous voyez, comme l'a dit Staline, et les Russes fonctionneront toujours comme ça. Pas d'hommes, pas de problème. Pas d'hommes, pas besoin de verser une énorme somme d'indemnité à la famille. Et là, on parle de chaque mois. Je veux dire des milliards de dollars que la Russie doit verser aux familles des défunts. Et s'ils sont confirmés morts au combat, s'ils sont perdus au combat, portés disparus, vous n'avez pas à payer cela. En les brûlant en masse, ils disparaissent et vous n'avez plus à payer. La Russie n'était pas riche actuellement. Donc on voit ces crémations à grande échelle, industrielles, des corps des soldats russes. Au fait, ceci est un crématorium mobile que l'armée russe a apporté avec elle pour éliminer les Ukrainiens. Après avoir pris l'Ukraine, ils avaient des listes de personnes à éliminer, d'où l'usage des crématoriums mobiles. Ils étaient en droit sur le point de faire cela. Maintenant, ces crématoriums servent à brûler les corps russes parce qu'ils doivent, désormais, faire disparaître leurs propres soldats afin de ne pas verser d'indemnité aux familles. C'est juste un fait effrayant. Qu'est-ce qui se serait passé? C'est vraiment un fait terrifiant. Qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, voilà. Des listes de milliers d'Ukrainiens, enseignants, ministres, tous ceux ayant un minimum de bon sens existent. Ils auraient tous été mis dans ces crématoriums. C'est bon, c'est vendredi après tout. Je vais m'arrêter là maintenant. Passons à l'explosion de Shohead. Il nous faut de bonnes nouvelles pour finir cette vidéo. Je sais que tu en as besoin, moi aussi, avant le froid, Bruce. Dans la nuit du 5 novembre à Donetsk, près de l'aéroport de Donetsk, il y a eu une énorme explosion. Et quand je dis énorme, avant de passer aux informations, regardons simplement à quel point cette explosion était vraiment massive. Si j'avais vu ça à Donetsk, j'aurais cru à une guerre nucléaire, tellement c'était énorme. Écoutez.
seulement. Le son est tellement grave et profond, et c'est comme si on peut déjà entendre dans le bruit que ce n'était pas juste une seule chose qui a explosé. C'était comme des centaines et des milliers. Non, pardon, des milliers. En fait, 1000 drones. C'est ce que disent les Ukrainiens. Je vais vous lire le résumé, puis nous regarderons la vidéo que les drones ukrainiens ont réalisée en percutant ces drones russes. C'était une zone de rassemblement et de lancement. Shah avait jusqu'à 1000 drones près de l'aéroport de Donetsk. Shah avait des drones sur place, dépôt d'ogives, carburant, point d'entraînement avant lancement et nœud d'artère de communication. Tout cela a été détruit. Et l'Ukraine a en fait publié une vidéo montrant des percussions répétées sur la cible. Ils ont utilisé plus de 10 drones, et 90% d'entre eux ont atteint la cible. Regardez, c'est déjà le deuxième drone parce qu'il y a un incendie. Boum, et ils en envoient de plus en plus dans la même zone. Et chaque drone provoque cette petite boule de feu. Et certains d'entre eux, on peut déjà les voir dans le grand incendie. On voit le ciel s'illuminer d'éclairs et d'explosions. Les nouveaux drones ukrainiens arrivent. Ils s'assurent donc que tout ce qui se trouve là-bas ne bougera plus jamais. C'est magnifique. C'était une explosion tellement énorme. Et le bruit que ça a fait. Écoutons-le encore une fois. Je veux dire, c'est tellement beau. Je veux juste terminer la vidéo avec ça. Mes amis, je vous présente 1000 drones Shahad explosant en même temps. Ça fait vraiment ma journée du vendredi. Waouh, oh là là, oh là là, oh là là. C'était ça, j'espère avoir égayé votre vendredi avec ces vidéos, qui ont aussi égayé le mien. Je suis prêt pour une bière sans alcool bien fraîche. Bruski, toi aussi j'espère. Veuillez vous abonner à la chaîne parce que je sais que la moitié d'entre vous ne l'a pas encore fait. Alors allez, poussons l'autre moitié à le faire, aussi. Je vous recontacte lundi avec une mise à jour. Et si de nouvelles informations sortent, par exemple, si nous apprenons que Sergei Lavrov a vraiment été nommé au comité Microsoft Windows, parce qu'il est sur le point de faire une percée par la fenêtre. Je vous tiendrai au courant. Jusqu'à ma prochaine vidéo, mes amis. Slavokrini et au revoir.